retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Jacques Maritain, avec Florian Michel, historien, et Louis Chamings, ancien président du Cercle Jacques, et Reissa Maritain. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot. Nous fêtons cette année le 40e anniversaire de la mort de Jacques Maritain. Que reste-t-il aujourd'hui de celui qui fut en quelque sorte la conscience chrétienne du milieu du XXe siècle, l'ami de tous les intellectuels chrétiens et athées, celui dont l'amour pour sa femme Reissa fut célébré par tous et celui dont la pensée influença deux papes, Paul VI et Jean-Paul II. Quelle fut sa pensée? Pourquoi jouait-il un si grand rôle? Pour mieux le découvrir, j'ai deux spécialistes de Maritain en plateau. Louis Chamings, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes un ancien chercheur à l'ENA, vous travaillez d'ailleurs à l'époque dans la communication, donc vous êtes un peu dans le même milieu que nous. Vous êtes également l'ancien président du Cercle d'études Jacques et Reissa Maritain et vous êtes président d'une association dont on parlera qui s'appelle Jeunes en question. Voilà. Florian Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes maître de conférences à Paris 1, la Sorbonne, et puis vous êtes également secrétaire du Cercle Maritain dont on vient de parler. Alors, peut-être pour commencer l'un à l'autre, une question un peu personnelle. Comment vous êtes venu à cette pensée-là? Qu'est-ce qui vous a attiré par cette pensée de Maritain? Alors moi, c'est un peu un paradoxe, mais je suis un ancien 68ard. J'ai fait la Révolution, j'étais à la fac de sciences à Jussieu, président du comité de grève. Et puis je me suis aperçu qu'on faisait la Révolution, mais on ne savait pas très bien quoi proposer. Et je me suis rendu compte qu'il fallait chercher la sagesse. J'ai cherché tous azimuts, j'ai fait du yoga, du zen. Et j'ai pas mal lu à cette époque un tas de choses. Et à chaque fois que je suis tombé sur les ouvrages de Jacques Maritain, je me suis rendu compte que c'était sa pensée qui rejoignait le mieux ce qui me paraissait essentiel par rapport aux questions que je me posais et que, me semblait-il, notre époque nous posait. Et donc, progressivement, mais ça m'a pris pas mal d'années, peut-être 7 ans, disons, quelque chose comme ça, pour un jour me dire, mais je ne peux pas être autre chose que son disciple. Et à ce moment-là, effectivement, je me suis engagé dans la pensée de Maritain. Mais enfin, vous voyez, je ne suis pas issu du sérail, je ne suis pas né avec Maritain comme une cuillère dans la bouche. Oui. Je l'ai découvert comme une réponse à une recherche très personnelle et très engagée de ce que pouvait être la sagesse, et une sagesse chrétienne, bien sûr. Et vous, Florian Michel? Et pour ma part, je n'ai pas fait la Révolution. Je ne suis pas non plus issu du sérail le mariténien ou thomiste. J'ai découvert Jacques Maritain par l'un de ses ouvrages, le petit traité de l'être et de l'existant, qui est un tout petit volume qui existait dans une édition de poche à ce moment-là, et que j'ai lu d'une traite. Et je dois dire que ça a été une forme d'embrasement intellectuel pour moi, avec de vraies découvertes après des années de lecture de philosophes un petit peu plus obscurs, un petit peu plus sombres, un peu moins nourrissants. Et à partir de là, donc, je suis entré dans d'autres ouvrages de Maritain, la philosophie politique, les ouvrages autobiographiques et les ouvrages également d'esthétique. Donc c'est vraiment un contact intellectuel que j'ai eu dans un premier temps avec Maritain. Alors, on va essayer d'abord de présenter un peu le personnage, quelques éléments biographiques. De quel milieu vient-il? Quelles sont ses influences? Le jeune Maritain, c'est qui? Alors, peut-être il faudrait commencer par le grand-père de Jacques Maritain, qui est vraiment la figure tutélaire de la famille de Maritain. Son grand-père est l'un des fondateurs de la Troisième République, le célèbre Jules Favre, un grand avocat du barreau de Paris, une famille très républicaine, très laïque, avec quelques influences protestantes, mais assez peu finalement. Il y a la mère de Maritain, Jeanne Favre, donc la fille de Jules Favre, qui joue un rôle très important dans la première, naturellement dans la première période de Jacques Maritain, puisque c'est une amie de Charles Péguy, c'est une amie d'un certain nombre d'intellectuels socialisants, républicains de la fin du XIXe siècle. C'est une des premières à passer par la nouvelle loi sur le divorce dans les années 1880. Donc c'est un milieu très, très politique, très libéral, très bourgeois parisien aussi, puisqu'ils habitent rue de Rennes à ce moment-là. Et c'est vrai que Maritain fait partie de
de ces rejetons brillants de la grande bourgeoisie parisienne de la fin du 19e. Donc, On Patrick, peut oui, pardon. apporter juste une précision à la bourgeoisie protestante, puisque c'était pas une fois pratiqué, mais c'était un milieu. C'est en fait la seconde femme de son grand-père. Mais dans la généalogie des Favre, il y a un des compagnons, enfin une branche collatérale naturellement, mais il y a un des compagnons de Saint-Ignace de Loyola. Donc finalement, dans la famille Favre a quelque chose d'un peu plus complexe que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Maritain passe par le lycée Henri IV. Il est chrétien, enfin, il est très. Mais non, vous avez dit non, une sorte de protestantisme, on dirait sociologique, quelque chose comme ça. C'est ça. Enfin, c'est ce qu'il présente lui-même. Non, il n'est pas chrétien à ce moment-là. Il est vraiment engagé dans les universités populaires. Il est mordu par la littérature, par Rimbaud, par Baudelaire, par toutes ces questions-là. Il est très, donc, il fait ses études à Henri IV. Ensuite, il passe à la Sorbonne en philosophie et en sciences. Mais à ce moment-là, le milieu culturel familial, c'est vraiment très politisé, très marqué par l'affaire Dreyfus, très Ligue des droits de l'homme, en quelque sorte, avec son amitié pour Ernest Psicari. Et tout cela évoluera considérablement donc, au début du XXe siècle, dans les années 1902, 1903, 1906, où il y a la rencontre d'abord avec Raïssa, ensuite la lecture de Léon Bloy. Donc Raïssa, c'est sa femme. Hein. Pardon, oui, Raïssa, c'est sa femme. Oui. Mais c'est intéressant, Jacques et Raïssa se rencontrent à l'université dans le cadre politique, puisque Jacques, à ce moment-là, recueillit des signatures pour soutenir des étudiants russes qui étaient malmenés par le pouvoir tsariste à ce moment-là. Et Raïssa va être séduite par celui qui lui demandait sa signature, et à partir de là, c'est une longue histoire d'amour qui durera jusqu'aux années 60. Alors, et la mort de Raïssa, en fait. Et la mort de Raïssa. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il se convertit d'abord à la philosophie avant de se convertir au christianisme, pour aller vite. Oui, alors il y a une anecdote, mais je ne vais pas parler à la place de l'historien, mais qui est bien connu, c'est qu'ils étaient en quête de vérité, ils étaient un petit peu, comment dire, découragés par le positivisme ambiant, et donc ils avaient décidé, en se promenant dans les jardins, du jardin des plantes, que s'ils ne trouvaient pas une vérité satisfaisante, ils allaient se suicider tous les deux. Enfin, c'était vraiment assez grave leur quête intellectuelle. Et alors, ils ont été entraînés par Péguy précisément au cours de Bergson. Et alors, tout d'un coup, ils ont vu qu'une vérité de l'intelligence était possible. Et donc, ils ont adhéré à ce moment-là à la philosophie bergsonienne, et ensemble avec Péguy, Raïssa. Et je pense en effet qu'on peut dire que la première conversion des Maritains, c'est une conversion philosophique. Ensuite seulement, ils ont découvert en effet la foi chrétienne par l'intermédiaire de Léon Bloy. Et ça, c'est la deuxième conversion. Mais alors, la deuxième conversion la deuxième conversion, c'est la rencontre avec Léon Bloy. Oui. Donc, Léon Bloy, en quelques mots, c'est ce marginal, d'une certaine façon. Ce marginal, il est souvent décrit à la plume comme une figure de Jonas, Jonas de la modernité, qui vomit ce monde bourgeois, athée, anticlérical, sans valeur, sans morale de la fin du XIXe siècle, qui vit pauvrement comme un gueux derrière la basilique de Montmartre. Et Jacques et Raïssa vont le trouver donc en 1905-1906, et c'est par la lecture en fait d'un des ouvrages, d'un des romans de Léon Bloy, qu'ils ont voulu faire sa connaissance, et à partir de là, il y a ce dialogue qui s'instaure autour d'une femme pauvre, autour de... c'est le grand livre de Léon Bloy. C'est le grand livre de Léon Bloy. Qui se conclut par « Il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de n'être pas des saints ». Et donc c'est vraiment un moment crucial dans le destin des Maritains. Comment est-ce qu'on passe de Bergson au baptême, si j'ose dire? Comment est-ce que c'est Bergson qui est le tremplin, ou est-ce qu'il a fallu se rompre avec Bergson? Je pense que la rupture avec Bergson a eu lieu effectivement, mais postérieurement à leur baptême, quand ils ont découvert saint Thomas. En fait, c'est Raïssa qui a découvert saint Thomas d'Aquin. C'est leur directeur spirituel, le père Clérissac, qui leur a fait connaître, et qui donc l'a fait lire ensuite à Jacques Maritain. Et du coup, Jacques Maritain, à ce moment-là, converti au christianisme, avec cette espèce de fougue du converti, a descendu en flamme le bergsonisme au nom de saint Thomas. Après, il a regretté un petit peu l'intransigeance de sa critique. Et je crois qu'en fait, quant à l'inspiration, à l'intuition, Maritain doit pas mal à ses origines bergsoniennes, enfin philosophiques bergsoniennes. Donc en fait, Bergson a été une conversion intellectuelle, mais
peut-être préparatoire, hein, il y a les prolégomènes à la fois, vous le savez bien, préparatoire à sa conversion spirituelle, mais qui s'est passé par un autre biais, qui est la lecture de Léon Bloy. Oui. Justement, qu'est-ce qui a retenu de Bergson? Parce que tout le monde n'est pas Alors, c'était la grande question. Moi, je pense que l'influence de Bergson, une influence d'ailleurs, il faut bien la préciser. Bergson était un apôtre de l'intuitivité, de l'intelligence. Il critiquait l'intelligence réifiante, qui comparait au cinéma, qui découpe en images le réel. Et donc, je crois que Maritain a retenu du bergsonisme cette idée que l'intelligence, elle est faite pour voir dans le réel. Donc, un certain rapport au réel. Et je crois qu'il l'a gardé. Ensuite, on en reparlera peut-être dans ce qu'il appelle l'intuition de l'être. D'ailleurs, l'intelligence est faite pour voir et voir l'existence des choses. Et ceci dit, l'intuition de l'être n'est pas et n'est plus du tout l'intuition bergsonienne, qui est une intuition du devenir comme tel, épouser le devenir, le mouvement, voilà. Et donc, je crois qu'il ne faut pas croire non plus ou dire que le thomisme de Maritain est en quelque sorte biaisé par ses origines bergsoniennes. Je crois en même temps qu'Henri Bergson opère comme une forme de brise-glace dans la vie intellectuelle à la fin du XIXe siècle. Il faut vraiment avoir à l'esprit tout le positivisme qui caractérisait la Sorbonne, le Collège de France, jusque dans les années 1890-1900. Tout le monde est convaincu qu'on pourra expliquer l'univers à travers des équations, c'est Berthelot, et Bergson arrive et apparaît vraiment comme la figure de la rupture par rapport à cet univers intellectuel-là. Et Maritain, et c'est toute la bouffée d'oxygène que Bergson apporte auprès de la jeunesse des universités parisiennes. Et en même temps, Bergson, prolégomène à la fois, et en effet, ne va pas suffisamment loin ensuite pour un certain nombre de ces jeunes, puisque s'il permet une connaissance métaphysique, eh bien, il reste sur le seuil, en quelque sorte, de ce que l'intelligence peut dire sur un certain nombre de concepts, sur un certain nombre de notions. Alors donc on est en 1906, Jacques a demandé le baptême, tout le monde est très content. Qu'est-ce qui advient ce petit couple, Jacques et Raissa, si j'ose dire, pendant les années de guerre et dans l'immédiate après-guerre? Ils restent thomistes ou ils se rendent compte que le thomisme... Alors, ils deviennent thomistes à ce moment-là. Ils se mettent effectivement à lire les trois, la Somme de saint Thomas. C'est Raissa qui commence ses lectures. Ils partent un temps en Allemagne où ils vivent en fait une forme de vie monastique à trois, puisqu'il y a non seulement Jacques et Raissa, mais il y a également Vera, donc la sœur cadette de Raissa, qui va les accompagner toute sa vie jusqu'à son décès en 1959. Pendant la Première Guerre mondiale, Jacques enseigne à Paris, d'abord au lycée, comment s'appelle ce lycée parisien, le grand lycée catholique parisien, ou au collège Stanislas. Et ensuite, à partir de 1917, il enseigne à l'Institut catholique de Paris, où on lui a confié l'enseignement de la philosophie moderne. Maritain était trop faible de constitution pour servir pendant la Première Guerre mondiale. Il est présenté pour son service, mais recalé aussitôt, et donc il va, à partir de là, se lancer toujours plus avant dans son enseignement de la philosophie, et il va enseigner la philosophie à l'Institut catholique de Paris de 1917 à 1939, sans discontinuer. Vous écoutez La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Jacques Maritain avec Florian Michel, historien, et Louis Chamings, ancien président du Cercle Jacques, et Raissa Maritain. Justement, on parle de thomisme. En fait, c'est du néo-thomisme. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'intuition générale de cette philosophie? Alors, le renouveau du thomisme, c'est bien connu, des historiens ont été notamment initiés par Léon XIII, par les encycliques de Léon XIII, et il y a eu plusieurs courants. Il y a eu un courant qui était plutôt théologique dans ce renouveau du thomisme, et puis il y a eu certains courants, notamment en Belgique avec le cardinal Mercier, qui ont voulu mettre l'accent sur la dimension philosophique du thomisme. Et alors, je crois que c'est là qu'on a commencé à parler de néo-thomisme, parce que saint Thomas est un théologien, et donc on se disait qu'à partir du moment où on part sur le terrain philosophique, on part sur un terrain qui n'est plus exactement le terrain thomasien,
de saint Thomas, et donc on a voulu parler de néo-thomisme. Maritain n'aimait pas cette expression, parce qu'il se voulait purement et simplement thomiste, c'est-à-dire fidèle à saint Thomas. Simplement, il avait la conviction que saint Thomas a mis au service de son œuvre théologique un extraordinaire génie philosophique, donc renouvelant l'héritage aristotélicien, du Moyen-Âge, et que Maritain a voulu se mettre au service de ce génie philosophique. Et donc il a voulu être un philosophe au service de la pensée thomiste, mais il pensait que c'était un petit peu... Quand on dit néo-thomisme, on a toujours l'impression qu'on n'est plus tout à fait dans le thomisme, et c'est ça le côté qui pourrait être péjoratif. Maintenant, si on dit c'est une figure actualisée de ce que saint Thomas a proposé, c'est acceptable. C'est vrai que ce qu'on m'a dit Maritain, il se permet, en tant que philosophe, de dire des choses qui ne sont pas littéralement dans saint Thomas. Étienne Gilson le lui reprochait, mais à mon avis, à tort. Parce que si un philosophe n'a pas le droit de penser à nouveau frais les questions de l'époque présente, à quoi sert-il ? Gilson étant le philosophe de la moitié du XXe siècle, spécialiste de saint Thomas, enfin l'autorité thomasienne. Voilà, et peut-être plus historien, oui, il est philosophe, il a une grande compétence, c'est quand même une très grande intelligence, et qui nous a tous beaucoup influencés. Mais de mon point de vue, et d'ailleurs du point de vue de Maritain aussi, sa muse était plutôt Clio, l'histoire. Alors, on trouve partout l'idée que pendant ces années, donc on est au seuil des années 20, Maritain était Action française, c'est-à-dire de droite, et qui aurait fait une sorte de conversion lente dans les années 20-30 vers la démocratie chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, absolument pas. Merci Régis de poser cette question qui permet peut-être de rendre un peu plus complexe toutes ces questions politiques. Maritain n'a jamais était membre d'aucun parti politique, jamais, ni de l'Action française, ni de la démocratie chrétienne. Il a cheminé avec un certain nombre de membres de différents partis politiques, mais sans jamais, au sens strict, être affilié. Il était proche de Jaurès dans sa jeunesse, il a défendu un certain nombre de causes typiquement socialistes, jaurésiennes dans un premier temps. Pendant la Première Guerre mondiale et au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous l'influence du père Clérissac, il rencontre Maurras. Il va fonder avec un certain nombre d'amis de la mouvance maurassienne la Revue universelle, à l'intérieur de laquelle Maritain avait pour mission d'essayer de convertir au catholicisme les milieux d'action française qui n'étaient pas tous de sensibilité catholique. D'ailleurs, ça va s'avérer puisque la condamnation va tomber. Et la condamnation tombera. Et Maurras lui-même n'était pas catholique. Et Maurras lui-même n'était pas catholique. Donc c'est en tant que missionnaire que Maritain est parti vers les milieux de l'Action française. Et en même temps, il faut le dire, la vérité historique l'exige, Maurras et Maritain ont fait un héritage commun. C'est un jeune poilu qui décède sur le front, qui va leur léguer sa fortune et créer ipso facto une association entre les deux hommes qui vont se partager cet héritage. Avec sa part, Maritain achètera la maison de Meudon et cofondera la Revue universelle. Si tu me permets juste une précision, là aussi pour la vérité historique, je crois que Maritain admet et que Maurras espérait faire de Maritain le porte-parole philosophique de l'Action française. Donc il y avait vraiment une collusion possible. D'ailleurs, Maritain le reconnaît, que ça a été une période dont après il a eu du mal à se débarrasser. Mais le fait est qu'il y a eu une pour proximité. Ma part, la collusion est impossible débat entre historiens. Au sens où Raissa Maritain est juive et l'antisémitisme de Maurras n'est jamais passé dans le milieu maritain. Également, Maritain a toujours eu un rapport beaucoup plus fin à la démocratie que Charles Maurras. Maritain n'a jamais succombé au charme du nationalisme. Je défie quiconque de trouver une ligne nationaliste dans l'œuvre de Maritain. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment une proximité amicale, mais proprement dans la ligne des Maritains, au sens où, par l'amitié, c'est aussi du spirituel, de la conversion qui peut aussi s'inscrire. Et pour finir le tableau, Maritain est également proche des démocrates chrétiens sans appartenir au parti MRP ou de la démocratie chrétienne. Il fréquente les Georges Bidault, il fréquente les Schumann, etc., etc. Mais Maritain est également proche du général de Gaulle. Il n'est pas pour autant gaulliste. Pas à la même période. Non, pas à la même période, bien sûr. Donc il faut mettre les choses en perspective. Ce que je veux dire simplement, c'est que dans la vie de Maritain, il y a des amitiés politiques bien au-delà
du milieu Action française. Et l'amitié avec Blum, elle se prolonge jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Maritain sera vice-président un peu par erreur et demandera une rectification, mais des amitiés qui se créent autour de Léon Blum après la Seconde Guerre mondiale. Donc finalement, le rapport à la politique de Maritain est extrêmement curieux, défie toute perspective d'affiliation, et il y a vraiment là un mode propre de l'être de Maritain auprès de milieux culturels d'influence. Alors, on va... Je ne voudrais pas enliser, mais d'abord, il y a un livre comme Opinion sur Charles Maurras, Oui, où il prend position, il essaye de justifier, dans une certaine mesure, les positions de Maurras face à la crise de l'Action française. Non. De toute façon, ce qui est important à savoir, c'est que même si en effet les liens de Maritain avec l'Action française n'étaient pas du tout aussi étroits et consubstantiels qu'on l'a dit, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi, le fait est que, étant donné cette proximité temporaire, ce sont les gens de l'Action française qui n'ont absolument, parce que ça j'ai rencontré des gens personnellement, qui n'avaient encore pas pardonné à Maritain sa volte-face, qu'ils ont appelé sa volte-face, parce que quand l'Action française a été condamnée, Maritain s'est fait le porte-parole et le justificateur de cette condamnation à travers plusieurs ouvrages. Et donc, ce sont les gens de l'Action française, et dont certains sont encore dans des milieux intellectuels influents, catholiques aujourd'hui, qui n'ont pas pardonné à Maritain cette volte-face. Et ça, j'ai des témoignages personnels de gens qui ne l'ont pas pardonné. Et donc, une des raisons qui fait qu'en France, une des raisons paradoxales qui fait qu'en France, Maritain n'est pas accepté, c'est qu'il y a tout un milieu catholique qui ne lui pardonne pas justement cet écartement, cette volte-face par rapport à l'Action française. Sans enliser le débat, le terme de volte-face me paraît un peu un élément dans la perspective des gens d'Action française. Je ne dis pas dans la perspective de Maritain. Mais de fait, c'est un milieu, celui que décrit Louis, qui est encore finalement extrêmement influent, qui a été renouvelé par tout l'intégrisme, qui va puiser une bonne part de sa doctrine tout de même à la doctrine maurassienne, et qui continue d'entretenir une forme d'acrimonie à l'égard de Maritain. Moi aussi, j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué que depuis 1926, ils n'avaient jamais lu Maritain. Donc pour eux, ça restait comme la date, effectivement, fatidique. Mais finalement, à nouveau, le rapport aux politiques de Maritain est quand même beaucoup plus complexe que celui de Maurras. Et dans l'ouvrage que tu mentionnais, et bien précisément, Maritain critique la conception de la démocratie telle que Maurras peut la formuler. Donc il y a là vraiment un œil historique à... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'étranger, cette question de l'Action française n'intéresse personne. Il n'y a guère qu'en France où on cantonne Maritain. Oui, mais sauf que l'œuvre de Maritain déborde considérablement cette question-là. Et bien, ça me permet de faire une transition. On va essayer justement de voir un peu ce que c'est que l'œuvre philosophique de Maritain. Et pour commencer, on va entendre une citation de Maritain, lue par notre comédien, Michel Dargent. C'est un extrait d'Humanisme intégral qui date de 1936, et donc c'est Jacques Maritain. Une personne, c'est un univers de nature spirituelle, doué de la liberté de choix et constituant un tout indépendant face au monde. Ni la nature ni l'État ne peuvent mordre sur cet univers sans sa permission. Et Dieu même, qui est et agit au-dedans, y agit d'une façon particulière et avec une délicatesse particulièrement exquise qui montre le cas qu'il en fait. Il respecte sa liberté, au cœur de laquelle il habite cependant. Il la sollicite, il ne la force jamais. Alors, vous êtes philosophe, Jean Chamix. Comment est-ce que vous interprétez cette phrase que je trouve tout à fait intéressante ? Une personne, c'est un univers de nature spirituelle, doué de la liberté de choix et constituant un tout indépendant face au monde. Ce concept de personne, on parle beaucoup de personnalisme, etc. C'est central dans la pensée de Maritain ou pas ? Oui, je pense que c'est un des concepts clés de Maritain qui n'est pas toujours bien compris, qui a même été controversé chez les thomistes eux-mêmes, curieusement. Il y a eu des ouvrages pour discuter la position de Maritain sur la notion de personne. L'idée de Maritain est la suivante, c'est une idée bien aristotélicienne, l'homme est un composé d'âme et de corps. Et donc, par sa dimension matérielle, c'est un individu. Par sa dimension spirituelle, c'est une personne. Donc, en tant qu'individu, il est parti du tout social, du cosmos, voilà, une portion de matière. En tant que personne, comme c'est quelque chose de spirituel, qui ne dépend pas de la matière pour exister, il transcende
le tout social et même le cosmos tout entier. Et donc il y a une tension dans l'être humain entre sa dimension individuelle, le monde d'aujourd'hui est profondément individualiste, c'est un matérialisme, et sa dimension spirituelle. Alors, Maritain n'oppose pas comme deux choses qui seraient distinctes. Il n'y a pas, comme chez Platon, d'un côté le corps et de l'autre côté l'âme, d'un côté l'individu et de l'autre côté la personne. L'homme est à la fois individu et personne, mais si vous prenez les choses du côté de la matière, vous allez l'enfermer dans son individualité, on arrive à l'individualisme. Si vous prenez les choses du côté de la personne, vous développez la dimension spirituelle. Et ce qui est important, c'est que la dimension spirituelle dont il est question, c'est une spiritualité naturelle. Ce n'est pas la spiritualité d'une âme que Dieu vient sauver à travers tout le dispositif, l'économie chrétienne, bien sûr, qui présuppose la personne. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour reconnaître la spiritualité de la personne. Une œuvre d'art est un témoignage de ce qu'est la dimension spirituelle de la personne. Donc, vous voyez, cette notion de personne est tout à fait décisive, et en effet, par la personne, l'être humain fait face à tout le reste du monde, à la fois à la réalité sociale dans son ensemble, mais je dirais même face au cosmos en tant qu'il est matériel et soumis aux lois matérielles. C'est donc une notion clé chez Maritain. Vous êtes tout à fait, tout à fait d'accord. L'historien ne peut qu'ajouter qu'en effet, ces questions-là ont été extrêmement débattues dans les milieux des intellectuels chrétiens. Il y a des controverses célèbres qui se passent entre le Québec, l'Amérique du Sud, le Rome, la France dans les années 42-48, et ce qui permet à Maritain d'affiner un certain nombre de ses positions. Je pense à la personne et le bien commun. Enfin, il y a vraiment des ouvrages très importants de Maritain qui permettent de nouer ces concepts et ce propos-là que... Et la polémique, tu as raison de souligner, existe toujours, parce que moi j'ai été dans des séminaires aux États-Unis où il y avait un directeur du centre Jacques Maritain qui se déclarait plus disciple de Charles de Coninck, c'est-à-dire quelqu'un qui critiquait le personnalisme de Maritain. Donc c'est quelque chose... Toujours ces controverses qui ont commencé un jour, finalement, quelque part ne cessent pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si je peux ajouter un mot, j'ai quand même le sentiment d'un apaisement et d'un affinement du fait, j'espère, des travaux des historiens, par la publication d'un certain nombre de documents, de correspondances, qui permettent de ramener les choses dans une juste proportion. Donc il y a là un travail d'exploration historique qui permet aussi d'apaiser les esprits. Alors je continue ma citation. Donc il définit la personne et immédiatement il y a Dieu qui est derrière. Dieu qui est et agit au-dedans, il agit d'une façon particulière, avec une délicatesse particulièrement exquise. Ça aussi c'est important dans la pensée de Maritain, le lien entre, comme vous dites, personne, enfin fondation de la personne, et lien à Dieu qui va même jusqu'à respecter la personne. Oui, parce que c'est la critique de la pensée moderne. Maritain, là, a décrit magnifiquement ce qui est le propre de la liberté. La personne, c'est un être libre qui s'autodétermine. Mais alors, selon Kant, qui influence beaucoup la pensée moderne, c'est l'autodétermination, c'est la liberté consiste à se donner soi-même sa loi. Et Dieu, là-dedans, il est un justificatif lointain. Il n'est pas rejeté par Kant, il le sera ensuite. Et donc, je crois que Maritain veut nous faire comprendre, à travers cette très belle phrase qui mérite d'être méditée, que la liberté de l'homme, tout en étant suspendue à Dieu qui lui donne d'exister et d'être libre, n'est pas freinée par son rapport à Dieu. Depuis les Lumières, on croit que c'est ou l'homme et sa liberté, ou Dieu. C'est concurrent. Et Maritain essaie de nous faire comprendre que non seulement c'est pas concurrent, mais c'est co-occurrent. C'est-à-dire qu'on a besoin de Dieu pour être pleinement libre. Et c'est ça qu'il suggère dans cette belle phrase qui mériterait d'être longuement développée. Et c'est vrai que toute l'œuvre de Maritain permet aussi de passer d'un humanisme anthropocentrique et un peu autiste vers un humanisme théocentrique où vraiment la personne est ouverte sur une réalité divine, et à l'arrière-plan, l'historien ne peut que noter toutes les fois où Maritain signale qu'il a été retourné par Dieu comme un gant. Il y a un côté de l'histoire de Dieu dans ma vie, dans l'histoire de l'autobiographie de Maritain. Donc le premier noyau, c'est l'humanisme, mais le deuxième noyau, si on peut dire, c'est aussi la civilisation. C'est-à-dire que pour lui, la civilisation est chrétienne. Ou disons qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé dans notre civilisation, qui est l'influence du christianisme. Alors,
Ça, c'est un sujet très délicat sur lequel personnellement j'ai beaucoup réfléchi parce que c'était une des thèses de Maritain dans Humanisme intégral, cette opposition entre l'humanisme anthropocentrique et l'humanisme théocentrique. C'est dans Humanisme intégral qu'il le construit, qu'il le développe ça date le mieux. de 1936. 1936, mais c'est des thèses qu'il n'a cessé d'approfondir. Et alors, effectivement, c'est une des questions qui se pose constamment, le rapport entre le christianisme et la civilisation. Alors, pour lui, d'abord, il pense que la civilisation n'est pas forcément intrinsèquement chrétienne en tant que civilisation. Ce qu'il pense, c'est que le christianisme est le plus profond et le plus important ferment civilisateur dans le mouvement historique de civilisation. C'est très important de comprendre ça, parce que, disons que les intégristes diront, s'il n'y a pas de christianisme, il n'y a pas de civilisation. Les rationalistes diront, c'est deux choses complètement différentes. Il y a la civilisation d'un côté, c'est la théorie des Lumières, et de l'autre côté, il peut y avoir le christianisme, mais c'est une affaire privée. Alors que la position de Maritain est beaucoup plus est intermédiaire, à savoir, et ça je la partage entièrement, après tout mon parcours, notamment d'ancien 68ard, le christianisme est un ferment indispensable de la civilisation. Il l'a prouvé et il doit continuer à le prouver, c'est-à-dire si la civilisation n'accepte pas de reconnaître le christianisme comme ferment civilisateur, elle ne pourra pas continuer à se développer comme civilisation. Néanmoins, Maritain est très attentif à la distinction du spirituel et du temporel, qui a sa finalité propre, le temporel. Donc il y a une logique propre à la civilisation, et que le christianisme n'est pas enfermé, n'est pas immanent à la civilisation. Il lui est transcendant. Mais c'est en tant même qu'il lui est transcendant, un peu comme Dieu, transcendant à la liberté, la conditionne et la rend possible. De même, le christianisme, transcendant à la civilisation, la conditionne et la rend possible comme mouvement historique de progrès vers l'achèvement de l'histoire. Donc du coup, si je vous suis bien, c'est là où la position de Maritain est vraiment importante, c'est que, comment dire, il lance cette idée qu'on a maintenant bien développée de l'influence du christianisme dans la civilisation, qui doit continuer, etc. Alors qu'avant, on était plutôt sur une partie des gens qui se lamentaient en disant le christianisme est mort, etc. Et une autre partie qui se lamentait réciproquement en disant la démocratie, tout ça, c'est contraire à tout ce que... Voilà. En fait, il réconcilie les deux bouts politiques du XXe siècle français. En même temps, il maintient, chose qui est souvent perdue de vue aujourd'hui dans les milieux croyants, catholiques, la distinction du spirituel et du temporel. Et c'est une des choses qui distingue le christianisme de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre le religieux et le temporel. Le religieux informe le temporel directement, tandis que Maritain tire les leçons de l'échec du Moyen-Âge, en fait, à savoir que cette confusion entre le spirituel et le temporel est préjudiciable aux deux, et donc entraîne des contreparties négatives, comme l'ont montré les temps modernes. Donc lui, il veut garder à la fois l'idée qu'il y a une distinction nécessaire du spirituel et du temporel, et qu'en même temps, le christianisme est un ferment nécessaire au plein développement du temporel. Voyez ? Donc la plénitude de l'humanisme, aussi bien pour l'homme individuel que pour l'homme collectif, présuppose qu'il accepte la dimension chrétienne, au moins comme valeur de référence. Il est prêt à admettre, parce que ce serait nier le réel, que peut-être que tous, en tout cas dans un avenir prochain, ne peuvent pas passer au christianisme formel énoncé, mais reconnaître, et on voit bien les enjeux de la société actuelle. Est-ce qu'on admet que le christianisme a une valeur civilisatrice intrinsèque à laquelle on doit faire place, ou au contraire, on considère que le christianisme est hors enjeu de civilisation, et que finalement c'est une affaire privée qui n'a pas à entrer dans les débats publics. C'est exactement l'enjeu des grandes questions de société aujourd'hui. Tout à fait. Et je crois également que l'œuvre de Maritain interdit tout regard nostalgique sur le XXe siècle qui s'est écoulé. Maritain est passé par les affres du positivisme, par la Première Guerre mondiale, la Seconde, la guerre d'Espagne, la Shoah. Maritain est totalement, blasé par ce qu'il a pu avoir sous les yeux. Oui. Mais précisément, dans le regard qu'il porte sur le XXe siècle, dénonçant tous les diables qui s'y trouvent, le Maritain va y puiser une des racines de ces combats, c'est-à-dire infuser dans le monde tel qu'il est les valeurs du christianisme, alors que ce monde n'est déjà plus chrétien. Et il y a là, je pense, une des dynamiques fondamentales de l'œuvre culturelle de Maritain, qui crée un certain nombre de collections,
à Paris, aux États-Unis, au Canada, qui va publier des poètes chrétiens, qui va publier des romanciers chrétiens. Les premiers romans de Bernanos, les premiers romans de Julien Green sont publiés précisément par Maritain, qui, à ce moment-là, fait non seulement figure d'auteur, mais également d'éditeur, des jeunes talents. Oui, qui se et présentent c'est à nous. aussi, j'ai parlé de conscience chrétienne d'entre-deux-guerres, c'est peut-être un peu vite, mais il y a aussi un réseau. C'est une série d'amitiés. Je pense Raissa que et le terme Jacques de Maritain. conscience chrétienne est très juste. Ouais. Vous n'avez pas parlé vite, c'est tout à fait exact pour qualifier le personnage de Maritain. Et c'est vrai qu'avec Jacques et Raissa, il y a les cercles thomistes. Dans l'entre-deux-guerres, c'est à chaque fois plusieurs centaines de personnes, entre 200 et 300 personnes, qui vont suivre les retraites thomistes à Meudon ou à Versailles. Il y a tous les éditeurs, tous les auteurs qui sont publiés dans la collection du Roseau d'Or, dans la collection chez Desclés de Brouwer, ensuite qui se poursuit aux États-Unis avec une collection qui s'appelle Civilisation. Donc il y a là, Maritain, c'est simplement un nom aussi pour désigner un ensemble culturel qui le dépasse très largement. Justement, c'est une figure intéressante parce que d'habitude, les philosophes, ils sont dans leur cabinet de travail. Et est-ce qu'on peut dire que Maritain, c'est un mondain ? Vous écoutez La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Jacques Maritain avec Florian Michel, historien, et Louis Chamings, ancien président du Cercle Jacques, et Raissa Maritain. Maritain, Dans les deux sens du terme, d'ailleurs, peut-être. Alors non, on ne peut pas dire que Maritain soit mondain, sinon au sens chrétien, il faut être dans le monde sans être du monde. Et ça, Maritain développe à des pages, à mon avis, extrêmement lumineuses sur ce point-là, sur l'attitude qu'il adopte, notamment dans Ni droite ni gauche, dans l'indépendance, Lettres sur l'indépendance, merci, de 1935. De droite ni de gauche ne suis. Voilà, mais effectivement, le salon des Maritains à Meudon est un des lieux décrits par Mauriac très justement comme un des lieux les plus fréquentés et les plus influents du Paris de l'entre-deux-guerres. Et il reçoit des mathématiciens, des artistes, des peintres, des musiciens. Enfin, il y a là, autour de Maritain, une galaxie de talents qui va bien au-delà des cercles catholiques ou des cercles strictement intellectuels, philosophiques. Ouais. Il y a aussi une très grosse réception, je vous donnerai la parole après, il y a une très grosse réception en Amérique du Sud. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fascine les Américains du Sud ? Mais ce qui fascine, pour répondre très simplement, les Sud-Américains, c'est que Maritain n'est ni de gauche ni de droite et ouvre une brèche finalement entre le nationalisme d'un certain nombre de dirigeants sud-américains et le socialisme, le marxisme des autres dirigeants. Et donc Maritain propose un pont, propose une troisième voie, l'humanisme intégral propose une troisième voie entre socialisme et libéralisme capitaliste. Et c'est quand même original et ça mériterait d'être pris. Et moi, je voudrais rebondir un peu là sur ce qu'on a dit, sur ce foyer intellectuel, pour essayer justement peut-être de caractériser cette dimension spécifique des Maritains. C'est en effet l'apostolat de l'intelligence. Et c'est un apostolat d'intelligence qui s'est effectué dans une ambiance de prière, de contemplation. D'ailleurs, ils sont œuvre avec Raissa, auteur d'une œuvre qui s'appelle Contemplation sur les chemins. Et il y avait une chapelle dans leur maison, il y avait le Saint-Sacrement qui était là en permanence, qui était à l'étage, et il y avait une forme de transfusion entre le salon et la chapelle, avec un certain nombre de baptêmes. Et d'ailleurs, donc, à la fin de sa vie, Maritain s'est fait petit frère de Jésus. Il était très influencé, très ami avec les petits frères de Foucault. Donc il y a une dimension spirituelle très forte, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que chez Maritain il y a du génie intellectuel. C'est un grand philosophe, un philosophe de génie qui a essayé de mettre à l'œuvre le génie hérité d'Aristote et de saint Thomas, et il y a aussi une grande sainteté de l'intelligence. Et donc moi c'est ça qui m'a retenu chez Maritain, c'est que l'acuité de l'intelligence de Maritain, son regard en profondeur sur le réel qu'il essaye de renouveler, notamment avec ce qu'il appelle l'intuition de l'être et qui me paraît essentiel, eh bien c'est quelque chose qui est vivifié. Il applique en lui-même ses idées sur l'importance du christianisme comme force de vivification de ce qui est temporel et de ce qui est simplement rationnel par leur vie spirituelle et leur sainteté.
Et moi, je pense que nous avons, quand nous regardons de près la vie des trois Maritains, c'était comme une sorte de petit groupe religieux, de petites communautés religieuses. Mais de fait, il y a eu d'excellentes analyses sur la spiritualité monastique des trois Maritains, très fortement influencée par la liturgie bénédictine, puisqu'ils étaient tous les trois oblats bénédictins. Et donc, je crois qu'il faut souligner qu'on aurait tort de réduire Maritain à tel ou tel aspect de son œuvre philosophique, qui sont déjà magistraux, mais qu'il y a quand même chez les Maritains un apostolat de l'intelligence et de la culture qu'ils ont manifesté dans leur existence, mais à mon avis qui doit être prolongé. C'est-à-dire que personnellement, à travers mon travail et mon association Jeunes en Question et toutes les activités que je mène, eh bien, je cherche à continuer à prolonger cette idée qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un apostolat de l'intelligence. Alors un apostolat dans le milieu même chrétien pour éviter toute tentation de fidéisme, qui n'est pas rare, oui, et aussi dans le milieu non chrétien. La philosophie, de ce point de vue-là, c'est un peu le parvis du temple, c'est-à-dire le lieu à partir duquel on peut dialoguer avec des gens qui ne partagent pas le même credo que vous. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une possibilité d'apostolat de l'intelligence auprès des gens qui sont soit en difficulté, soit éloignés, soit opposés à la foi chrétienne. Et donc, cette sainteté de l'intelligence, elle est vraiment multiforme et elle répond vraiment aux nécessités, je dirais, apostolique et missionnaire de notre époque. Alors on va entendre un second texte de Maritain, cette fois-ci issu de Christianisme et démocratie, ça date de 1943. Le christianisme a annoncé au peuple le royaume de Dieu et la vie du siècle à venir. Il leur a enseigné l'unité du genre humain, l'égalité de nature de tous les êtres humains, enfants du même Dieu et rachetés par le même Christ, la dignité inaliénable de chaque âme créée à l'image de Dieu, la dignité du travail et la dignité des pauvres, la primauté des valeurs intérieures et la bonne volonté sur les valeurs externes, l'inviolabilité des consciences, l'exacte vigilance de la justice et de la providence de Dieu sur les grands et sur les petits, l'obligation faite à ceux qui commandent et à ceux qui possèdent de commander dans la justice, comme ministres de Dieu, et de gérer les biens qui leur sont comptés pour l'avantage commun comme intendant de Dieu, la soumission de tous à la loi du travail et l'appel de tous à entrer dans la liberté des fils de Dieu. Sous l'inspiration évangélique, méconnue souvent mais agissante, la conscience profane a compris la dignité de la personne humaine et elle a compris que la personne, tout en faisant partie de l'État, transcende l'État par le mystère inviolable de sa liberté spirituelle et par sa vocation à des biens absolus. Voilà, alors on continue le cours de la vie le cours de la vie de Maritain. Alors on le voit dans les années 30, donc cette fameuse conscience chrétienne. Le Maritain des années 50. Alors, il y a d'abord le Maritain de la Seconde Guerre Et mondiale qui est extrêmement extrêmement important, puisque Maritain se trouve à New York coincé par la chute de la France en 1940, et pendant 4 ans, il est donc à New York, et là encore, il opère comme le foyer de la conscience chrétienne, publiant un certain nombre de volumes. On vient d'entendre Christianisme et démocratie, qui aura une influence considérable. Christianisme et démocratie est publié dans un papier Bible pour être largué au-dessus de la France occupée, pour être diffusé dans tous les réseaux de la résistance. Le deuxième volume publié dans le Paris occupé, c'est après l'étrange défaite, c'est à travers le désastre, oui, de 1941. Mais vous avez là un des grands auteurs de la résistance en France et aux États-Unis, une des consciences chrétiennes dans le conflit. Ensuite, Maritain est nommé ambassadeur de France auprès du Saint-Siège. Vous disiez bien qu'il était un peu mondain. En 1900. Contre son gré. Contre son gré. Oui, non. C'est De Gaulle qui a vraiment insisté. Qui à 2 reprises a insisté pour que Maritain accepte le poste. Et de fait, c'était important dans le contexte de la collaboration, de la position d'un certain nombre d'évêques pendant le conflit. Donc Maritain a là joué comme un élément de tempérance après la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, Maritain va enseigner pendant 12 ans aux États-Unis, à Princeton, à Chicago, à Notre Dame, et il revient en France en 1961, après le décès de Raissa, et il s'installe chez les Petits Frères de Jésus. Et finalement, la postérité de Maritain en France à ce moment-là, elle passe par le canal des Petits Frères de Jésus et également par celui des Dominicains de Toulouse qui sont juste à côté des Petits Frères. Et c'est là que Maritain donnera ses derniers enseignements. Peut-être on peut mentionner tout de même le Concile, où Maritain joue un rôle important, puisque c'est par son entremise que le message aux intellectuels, aux gens de culture est transmis
Enfin, le message de Paul VI est transmis à tout ce monde-là. Et Maritain est également prié par Paul VI de faire un certain nombre de propositions pour les traductions liturgiques. Maritain est également l'inspirateur du grand credo de Paul VI. Il y a là des études très précises qui montrent tout ce que le credo de Paul VI doit aussi à Maritain. Donc il y a une influence de Maritain jusque dans les années 60-70, avec des volumes qui sont extrêmement importants, Approche sans entrave, de l'Église du Christ. Enfin, je crois que c'est des volumes très théologiques qui ont encore toute leur pertinence. Et il y a aussi un rôle personnel. Enfin, je veux dire, il joue le rôle, même s'il n'est pas prêtre, de chapelain de tout ce monde intellectuel. Oui, on peut le dire. Ouais. En tandem, évidemment, avec le cardinal Journet, qui est l'ami depuis les années 20 et qui est le grand correspondant. Il y a plus de 2000 lettres entre les deux hommes. Mais de fait, il joue un peu ce rôle de chapelain laïque des milieux intellectuels chrétiens de la France, des États-Unis, d'Amérique du Sud, du Canada, de Pologne également, ou d'Italie, où Maritain a un réseau également assez développé. Et il a une influence, enfin, je veux dire, les gens se convertissent, les gens se... Alors, parce que, comme vous dites, son but c'était de se convertir, oui, merci le monde. de poser la question qui me tient naturellement extrêmement à cœur, parce que entre son baptême en 1906 et jusqu'aux années 60, on évalue à 70-80 le nombre de gens qui ont demandé au Maritain d'être son parrain. Alors c'est Jacques, Raissa ou Vera. Évidemment, le nombre de gens dont la vie a été bouleversée par la lecture d'un ouvrage de Maritain, on ne peut pas le quantifier. Il faudra inclure des gens comme Cocteau, comme Green, comme tous ceux qui ont reconnu à un moment ou à un autre une dette spirituelle envers les Maritains. Mais en tout cas, les baptêmes, eux, sont chiffrables et donc on les évalue entre 70 et 80. Et donc une influence considérable. Une influence considérable, tout à fait. Alors, on avait dit, premier cœur, la personne, deuxième cœur, c'est une pensée à plusieurs cœurs, c'est pas grave. Deuxième cœur, la civilisation, et alors troisième cœur, l'être. C'est ça le troisième cœur de la pensée de Maritain ? Et je pense que, et c'est très important parce que c'est ce cœur qui, philosophiquement, du point de vue de l'intelligence philosophique, nourrit les autres. Et pour ceux qui veulent, je me souviens avoir eu une polémique avec un jésuite, un honorable jésuite qui aime bien la pensée politique de Maritain et je défendais les degrés du savoir et la métaphysique de Maritain et qui me disait mais vous perdez votre temps avec la métaphysique de Maritain, sans voir que la métaphysique de Maritain commande ses positions en matière politique et en toute matière d'ailleurs, parce que c'est le cœur en effet de sa pensée philosophique. Et je pense que c'est une des choses qui restent les plus actuelles et peut-être les plus mal comprises de la pensée de Maritain, ce qu'il a appelé l'intuition de l'être, c'est-à-dire au cœur de la philosophie, c'est la métaphysique, la science de l'être en tant qu'être. Et alors, ce que Maritain développe, mais qu'il a trouvé peut-être grâce à l'influence de Bergson, mais il l'a trouvé formellement chez saint Thomas, et d'autres thomistes comme Étienne Gisson, et à sa manière, Pierre-Marie-Dominique Philippe ont reconnu, à savoir que la clé du génie philosophique de saint Thomas, c'est justement le primat de l'acte d'exister. Dans une chose, il y a ce qu'elle est, un homme, un animal, et le fait qu'elle est, son acte d'exister. Or, tous les philosophes, d'après Gilson, mais je crois que c'est assez vrai, sont restés fixés sur l'essence, le ce que c'est et qui est saisi par le concept. Or, l'intelligence va plus loin que le concept et dans son jugement d'existence, elle va jusqu'à l'acte d'exister. Ce que Maritain appelle l'intuition de l'être, c'est cette saisie du fond du réel. C'est plus réel d'exister que d'être ceci ou cela. La fiancée qui n'existe pas n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle existe. Et donc, cet exister n'est pas simplement un fait accidentel, comme le pensait Kant, c'est vraiment le fond même de l'intelligibilité du réel, et que nous atteignons par un jugement, le jugement d'existence. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce que ça veut dire quoi ? Que les choses sont à leur place ? Ça veut dire... Elles ont une raison d'exister ? Il est normal qu'elles existent ? Ce que vous avez dit, c'est accidentel. Non, oui, pour Kant. Oui, pour Kant. C'est-à-dire, il dit 100 thalers, c'est-à-dire 100 € dans ma poche, eh bien voilà, ils sont là ou ils ne sont pas là. Mais il y a le concept de 100 thalers qui dit ce que c'est, et puis il y a le fait qu'ils existent. Et pour lui, ce fait qu'ils existent, c'est purement accidentel à l'essence. Et alors, quelle est la différence avec Maritain ? Et alors que la pensée thomiste et de Maritain, c'est que ce n'est pas accidentel à l'essence d'exister. C'est que l'essence d'une chose, elle est ordonnée à l'exister, et qu'elle n'est pleinement réelle que quand elle existe. Plus loin encore, ce que conclut Kant, c'est que l'existence, l'acte d'exister, n'est pas intelligible. L'intelligibilité s'arrête au concept.
Et d'ailleurs, on n'arrive pas à voir ce qu'est la chose en soi dans la perspective de Kant. Donc, dans la perspective de saint Thomas et de Maritain, eh bien, le fond du réel, le fond intelligible du réel, c'est bien l'acte d'exister. Donc, dire ceci existe, c'est aller plus loin dans l'intelligibilité du réel. Et alors, vous voyez, la conséquence importante, c'est que ça va être le cœur, le nerf de la démarche ultime de la métaphysique qui arrive à poser démonstrativement l'existence de Dieu comme ipsum esse per se subsistent, c'est-à-dire acte même d'exister. Dieu, il est pur existé. Il n'est pas un quelque chose qui existe, comme nous sommes tous, il est un pur existé. Donc vous voyez, d'avoir saisi dans le réel que le fond du réel, c'est l'acte d'exister, c'est déjà quelque part en creux se tourner vers l'origine de tout exister, qui est Dieu même, pur Donc, acte d'exister. En d'autres termes, ce que nous partageons avec Dieu, outre l'amour évidemment, c'est le fait d'exister. Absolument, c'est ce qui nous donne en premier. Oui. Et d'ailleurs, être ceci ou cela, être une essence, ça n'est jamais qu'une certaine manière de pouvoir exister. Donc la perfection ultime. Il me semble qu'il y a aussi une réponse de Maritain à l'existentialisme de Sartre des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. On parle parfois de Maritain comme l'existentialiste chrétien, au sens où il y a à la fois cette mise en valeur, bien sûr, tout ce que tu viens de dire sur l'existence, mais qui ne détruirait pas une essence humaine. Et alors comment s'articulent un peu les choses de ce point de vue-là Justement, il a voulu répondre pour Sartre, l'existence précède l'essence, en quelque sorte. C'est-à-dire, nous serions de purs existés, c'est-à-dire nous serions de Dieu. Il nous divinise, Sartre. Donc c'est du point de vue chrétien exagéré. Nous ne sommes pas des dieux, ou alors des tout petits dieux, avec beaucoup de limites. La limite de notre essence, de ce que nous sommes. Donc justement, l'existentialisme de Maritain est un existentialisme. Parce que Heidegger a répondu à la fameuse lettre sur l'humanisme, à la fameuse déclaration existentialiste de Sartre, par la fameuse lettre sur l'humanisme, en disant « l'existentialisme n'est pas un humanisme, l'existentialisme heideggerien ». Eh bien, ce que veut montrer Maritain, c'est que l'existentialisme, bien compris métaphysiquement, ce que ne concédait pas Heidegger, mais c'est bien là qu'il y a un débat pour notre époque, eh bien, est le fondement même de l'humanisme. Et donc, vous voyez, le débat est très profond, il est très métaphysique. D'ailleurs, le mot existence, soit chez Sartre veut dire exister, c'est-à-dire être hors dehors de soi, en quelque sorte, pur projet, pure liberté, ou alors recevoir ou exercer l'acte d'existence. Mais c'est un autre regard qui fait voir à l'intelligence, c'est ce jugement d'existence, cet acte d'existence qui est le fondement de toute réalité. Et quand on a vu ça, eh bien, on a un autre regard sur le réel. La métaphysique, selon Maritain, commence avec cette intuition de l'être, ce regard sur le réel. Sinon, c'est pur discours verbal. Alors on arrive à la fin de l'émission, on vous suivrait pendant encore 1 heure. J'aimerais juste vous poser une dernière question très brève, parce qu'il nous reste vraiment peu de temps. C'est quoi la postérité de Maritain aujourd'hui? Alors pour un historien c'est difficile de le dire, mais disons quels sont les Maritain aujourd'hui, peut-être une toute petite parenthèse, c'est d'abord également un cercle d'études Jacques et Raissa Maritain qui existe, qui travaille, qui poursuit les travaux dans la ligne que l'on peut trouver, qui est en Alsace actuellement, qui publie des cahiers Jacques et Raissa Maritain. C'est aussi un certain nombre d'initiatives de publication. Je pense à la revue Nunc, par exemple, qui a fêté son 10e anniversaire en 2012. Il y a là des initiatives éditoriales qui sont dans la tradition maritanienne. Les cahiers Nova et Vetera. Les cahiers Nova et Vetera, sont vraiment dans l'esprit de Maritain et Journet. Et du cardinal Journet, tout à fait. Mais alors, moi je dirais... Donc très rapidement, il nous reste 30 secondes. Un, il laisse une œuvre. Oui, il faut lire. Cette œuvre existe. Moi, je me suis nourri de la lecture de l'œuvre de Maritain. Et cette œuvre nous appelle, alors ça c'est ma position de philosophe, à continuer l'œuvre de Maritain. Moi je voudrais, selon mes capacités bien limitées, à faire pour Maritain ce que Maritain a fait pour saint Thomas. C'est-à-dire l'adapter. Par exemple, on essaie de faire un site, jeune en question, avec des vidéos, des audios, etc. Nos jeunes ne lisent plus. Dans tous mes groupes de jeunes, à un moment donné, on cale parce qu'on ne peut pas leur faire lire Maritain. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des enregistrements audio et vidéo, on les fait dialoguer pour que cette pensée continue à vivre et à les influencer. Alors, on trouvera, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, vous avez tout à fait raison. Donc, Jeune en question, on trouve ça sur le site. Il y a un site en construction. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose parce qu'il n'est pas encore rempli. Mais on est en train de construire les éléments qui vont le remplir. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir la pensée de Jacques Maritain. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Vous en avez l'habitude. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Merci.